Le brouillard venu de l'océan Pacifique enveloppait la ville côtière de Mornington, dans l'Oregon, de son habituel voile matinal. Frank Sanders se tenait à la fenêtre de la chambre de sa fille, observant la brume tourbillonner autour du phare au loin. La beauté pittoresque de cette petite ville, avec ses forêts denses et ses falaises spectaculaires surplombant l'océan, avait toujours été pour lui une source de réconfort, jusqu'à ce que sa fille disparaisse sans laisser de traces, il y a 22 ans. Frank se détourna de la fenêtre, son regard scrutant la chambre intacte. Tout était exactement comme Alicia l'avait laissé ce jour de printemps 1990, quelques semaines après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Des posters étaient encore accrochés au mur. Son bureau était toujours bien rangé, avec ses manuels et ses cahiers. Son placard était encore rempli de vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis plus de 20 ans. « Il est temps », murmura-t-il en se remémorant la conversation qu'il avait eue avec sa femme, Hélène, la veille au soir. Ils avaient enfin convenu qu'après 22 ans, ils devaient accepter qu'Alicia ne reviendrait jamais. Aujourd'hui, ils allaient trier ses affaires, donner ce qui pouvait être utile aux enfants dans le besoin et mettre le reste au grenier. Frank ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, dissipant aussitôt des années de poussière accumulée. Il éternua et s'essuya les yeux, puis se dirigea vers le placard et commença à sortir les vêtements d'Alicia. Chaque vêtement lui rappelait des souvenirs, son pull bleu préféré, la robe qu'elle portait à son bal de fin d'année, le jean délavé avec des patchs qu'elle avait cousus elle-même. Il travailla méthodiquement, rangeant les objets dans différentes boîtes, une pour les dons, une pour le stockage, une pour les souvenirs. Lorsqu'il atteignit ses fournitures scolaires, il hésita. Elles représentaient les aspirations de sa fille, son avenir qui ne se réalisait jamais. Elle avait été acceptée à l'université de l'Oregon, avec l'intention d'étudier la biologie marine. En triant manuel et classeur, Frank tomba sur un livre qu'il ne reconnut pas, l'album de fin d'année d'Alicia. À sa surprise, il réalisa qu'il ne l'avait jamais feuilleté auparavant. Dans ces jours douloureux qui suivirent sa disparition, ni lui ni Hélène ne supportèrent de voir le visage souriant d'Alicia immortalisé dans ces pages, figé dans le temps avec ses camarades de classe qui avaient vécu leur vie. Frank s'assit au bord du lit et ouvrit l'album de fin d'études. Son poids dans ses mains lui semblait lourd de sens, comme s'il tenait un morceau de la vie de sa fille restée inexplorée. Il feuilleta les pages glacées jusqu'à trouver le portrait d'Alicia. Son sourire, si lumineux et plein d'espoir, lui fit ressentir une douleur familière. 22 ans, murmura-t-il en caressant son visage du doigt. Il faut que j'apprenne à te garder dans mon cœur sans cette douleur, ma chérie. Son regard se posa sur la photo à côté de celle d'Alicia, sa meilleure amie, Amy Davison. Le visage d'Amy lui rappela des souvenirs de soirées pyjama, de dîner à leur table, de rires et de confidences entre filles. Frank réalisa qu'il n'avait plus eu de nouvelles d'Amy depuis des années. Après la disparition d'Alicia, Amy lui avait rendu visite régulièrement pendant quelques mois, mais ces visites avaient fini par cesser. Curieux, Frank feuilleta la section consacrée aux profils individuels des élèves. Chaque terminale avait une page avec une courte biographie et des citations personnelles. Il trouva la page d'Alicia et lut ces mots, écrits alors qu'elle avait toute la vie devant elle: « Merci à maman et papa d'avoir toujours cru en moi, à mes professeurs qui m'ont poussé à faire mieux, et à ma meilleure amie Amy. N'oublie pas de me rendre mon livre, Le Jardin secret, édition classique illustrée, vieille grand-mère. Je t'aimerai toujours. » Frank rit doucement, un rire à la fois doux et amer. Cette pique légère à Amy était si typique de leur amitié. Il tourna la page et découvrit le profil d'Amy, qui décrivait ses rêves et ses aspirations, la motivation, poursuivre ses rêves, s'affirmer. Frank repensa au livre dont Alicia avait parlé. Le Jardin secret était son livre préféré depuis l'enfance, elle en avait collectionné différentes éditions. Amy l'avait-elle déjà rendu? Il ne se souvenait pas l'avoir vu parmi les affaires d'Alicia. Poussé par la curiosité, Frank commença à fouiller dans les cartons de livres d'Alicia. La poussière dans la pièce lui faisait pleurer et couler le nez, alors il décida d'emporter les cartons dans le salon, où il pourrait mieux respirer. Dans le salon, il vida méthodiquement les cartons, disposant livres et magazines sur la table basse et par terre. Il y avait des romans de fantasy, des manuels de science,
des revues de nature, mais pas d'édition illustrée du jardin secret. Franck se demanda si Amy l'avait toujours, après toutes ces années. Sur un coup de tête, il vérifia le dos de l'album et découvrit une section où les élèves avaient inscrit leurs coordonnées. Amy avait griffonné son numéro de téléphone avec une note « Appelle-moi quand tu veux, ma meilleure amie ». Franck prit son téléphone et composa le numéro, ne s'attendant pas à ce qu'il soit encore en service après 22 ans. Comme prévu, le message automatique l'informa que le numéro n'était plus utilisé. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Hélène entra, portant des sacs de courses du marché. Elle s'arrêta brusquement, contemplant le spectacle des livres et des magazines éparpillés dans leur salon. « Franck, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Sa voix était aiguë, pleine de surprise et de quelque chose de plus profond, la douleur. « J'étais juste en train de parcourir les affaires d'Alicia comme nous l'avions prévu, » expliqua Franck en se levant. Le visage d'Hélène se durcit. « Nous avons convenu de trier et de ranger ces affaires, au lieu de les éparpiller partout dans la maison. Je pensais que nous allions enfin de l'avant, sans ressasser le passé. Je ne suis pas chez moi, Hélène. J'ai trouvé son album de fin d'année et je cherchais quelque chose, dit Franck. Qu'est-ce qui pourrait bien être si important? Hélène posa ses sacs de courses sur le comptoir, les mouvements crispés par la colère. Franck lui montra l'annuaire, en désignant le mot d'Alicia à ce sujet. Elle a parlé d'un livre qu'Amy lui avait emprunté. J'étais curieux de savoir s'il faisait partie de ses affaires. Hélène soupira lourdement. Un livre, Franck? Ça n'a plus d'importance. Les livres d'Alicia prennent la poussière. On ne devrait pas embêter Amy avec ça, elle aussi a probablement tout oublié. Sais-tu où Amy est maintenant? Oui. Je la vois parfois quand je suis en ville. Elle vit dans un camping-car ces jours-ci, répondit Hélène en commençant à déballer ses courses. Je me suis dit que je pourrais peut-être lui rendre visite. Franck répondit timidement, pas seulement pour le livre, bien sûr. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vue, et elle était comme un membre de la famille autrefois. Hélène interrompit ce qu'elle faisait et se tourna vers lui. Franck, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je n'ai rien contre Amy, mais je ne suis pas prête à la voir maintenant. Hier soir, on avait convenu de faire le ménage et de laisser tomber tout espoir. Aller voir Amy aujourd'hui, c'est tout le contraire. Elle désigna le désordre dans le salon. Je vais rester ici et ranger, préparer le grenier comme prévu. Si tu veux y aller, c'est ton choix. Franck hocha la tête, comprenant sa réticence. C'était une idée spontanée. J'irai seul. Hélène lui indiqua où Amy garait habituellement son camping-car, mais la prévint, ne la pousse pas trop, Franck. La disparition d'Alicia a dû la frapper durement aussi, elles étaient comme des sœurs. Franck rassembla l'annuaire, son téléphone, son portefeuille et ses clés de voiture en se dirigeant vers la porte. Il jeta un coup d'œil à Hélène, qui avait déjà commencé à ranger soigneusement les livres d'Alicia dans leur carton. Il ressentit un pincement de culpabilité de lui avoir laissé le rangement, mais quelque chose l'attirait vers Amy, vers des réponses à des questions qu'il ne s'était même pas encore posées. La porte se referma derrière lui alors qu'il sortait dans la brume matinale de Mornington, l'annuaire serré fermement contre sa poitrine. Franck parcourut les routes côtières sinueuses de Mornington, suivant les indications d'Hélène jusqu'au camping-car où vivait désormais Amy Davison. Le trajet dura une vingtaine de minutes, le conduisant du centre-ville jusqu'à une zone modeste où plusieurs camping-cars étaient garés le long d'une bande surplombant une zone boisée. Il gara sa voiture et regarda autour de lui, essayant d'identifier celui d'Amy. Il y avait une douzaine de camping-cars de taille et d'état variés. Certains semblaient permanents, avec de petits jardins plantés à côté et du mobilier d'extérieur installé. Franck s'est approché d'un homme qui lavait les vitres de son camping-car. « Excusez-moi, je cherche Amy Davison. Savez-vous à quel camping-car elle appartient ?» L'homme désigna un camping-car bleu et blanc au fond du parking. « C'est chez Amy. » Une femme sympathique, plutôt discrète. Franck le remercia et se dirigea vers le camping-car indiqué. Il était modeste mais bien entretenu, avec une petite plante en pot près de la porte.
Il prit une grande inspiration et frappa. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait là, ses cheveux blonds maintenant striés de mèches grises, son visage arborant les traits subtils de l'âge mûr. Elle regarda Franck avec une confusion polie, sans aucune expression de reconnaissance dans ses yeux. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle. Franck comprit avec surprise qu'il ne se reconnaîtrait pas. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, Amy était adolescente et il avait 22 ans de moins. Amy, c'est Frank Sanders. Le père d'Alicia. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent d'un mélange d'émotions, reconnaissance, tristesse, chaleur. Monsieur Sanders, oh mon Dieu. Entrez, s'il vous plaît. Elle recula et ouvrit la porte plus grand. Franck gravit les 2 petites marches menant à l'espace de vie compact mais confortable. Le camping-car était propre et décoré avec des touches personnelles, photos, petites plantes, coussins colorés. Veuillez vous asseoir. Voulez-vous un café? Amy désigna un petit coin repas. Un café serait le bienvenu, merci, dit Franck en s'installant sur le banc pendant qu'Amy préparait le café. Franck remarqua que ses mouvements étaient délibérés, presque prudents, comme si elle se donnait le temps de traiter cette visite inattendue. « Qu'est-ce qui vous amène ici après toutes ces années » demanda-t-elle en plaçant une tasse fumante devant lui avant de s'asseoir en face de lui. Franck sortit l'annuaire qu'il avait apporté. « Je l'ai trouvé aujourd'hui en rangeant la chambre d'Alicia. J'ai réalisé que je n'avais jamais. » Amy l'avait déjà parcouru. Ses yeux étaient fixés sur le livre. « Je m'en souviens, » dit-elle doucement en tendant la main pour toucher la couverture. Franck ouvrit le profil d'Alicia et pointa du doigt la note concernant le retour du livre. « J'étais curieux à propos de ce livre, » dit-il. « Le lui as-tu déjà rendu ?» L'expression d'Amy s'adoucit en un sourire triste. « Non, je ne l'ai pas fait. J'étais tellement distraite à l'époque, et Alicia le savait. Elle se moquait toujours de moi à ce sujet. » Elle se leva et se dirigea vers un meuble sous son lit. Après avoir fouillé un moment, elle en sortit un exemplaire usé. Le jardin secret, édition classique illustrée. J'oubliais sans cesse de le lui rendre, et après sa disparition, je n'ai plus pu m'en séparer. C'est la dernière chose qu'il me reste d'elle. Amy tenait le livre avec précaution, comme s'il était en verre délicat. Cela vous dérangerait-il terriblement que je le garde ? Il m'est devenu très précieux au fil des ans. Franck hocha la tête avec compréhension. Bien sûr que tu peux le garder. Il prit le livre lorsqu'Amy le lui tendit et l'ouvrit délicatement. Les pages étaient jaunies par le temps, mais les illustrations étaient encore éclatantes. En le feuilletant, il s'arrêta sur une page qui avait servi de marque-page. On aurait dit une page déchirée d'un magazine de mode pour jeunes. Franck déplia la page pour révéler une séance photo avec des mannequins adolescents. Un jeune garçon en tenue élégante attira son attention, quelque chose en lui semblait familier. « Qui est-ce » demanda-t-il en désignant le mannequin. Amy se pencha pour regarder. « C'est Jason Murray. Il était dans notre classe. » Franck se tourna vers l'album de fin d'année et trouva la photo de Jason près de celle d'Alicia. « Je m'en souviens maintenant. Il avait un talent certain pour être mannequin à cet âge-là. Il pose encore occasionnellement, d'après ce que j'ai entendu dire, il a maintenant sa propre ligne de vêtements. » Amy a dit, « Tu sais, Hélène a mentionné un jour que tu sortais avec Jason à l'époque. » L'expression d'Amy changea aussitôt. « C'est complètement faux. Je n'ai jamais fréquenté Jason. En fait, je ne l'ai même jamais apprécié. Il a même été proche d'Alicia pendant un temps. » Cela prit Franck par surprise. « Alicia et lui ? Hélène ne m'a jamais parlé de Jason. » Amy a expliqué, c'était pendant notre première année, en seconde, environ un an avant la remise des diplômes. Jason a semblé avoir un faible pour Alicia pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré longtemps. Une fois que nous avons compris quel genre de personne il était vraiment, nous sommes restés loin de lui. Alicia n'a plus jamais parlé de lui. Amy marqua une pause, semblant se souvenir de quelque chose. En fait, maintenant que j'y pense,
je les ai vus discuter plusieurs fois pendant la terminale. Ils semblaient proches, ce qui était étrange, car nous étions d'accord pour dire qu'il était une mauvaise nouvelle. Alicia m'a même posé des questions étranges à son sujet. Quel genre de questions, demanda Frank, l'intérêt accru. Elle m'a demandé si je pensais que quelqu'un comme Jason avait simplement besoin d'aide pour changer, s'il n'était peut-être pas aussi mauvais qu'on le pensait. Elle m'a même demandé de passer devant chez lui une fois, car elle voulait voir où il habitait. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment, mais Alicia a toujours eu un cœur si tendre, elle voulait voir le bon côté de chacun. Frank a demandé, la police était-elle au courant de cela lorsqu'elle a enquêté sur sa disparition? Oui, je leur ai dit, confirma Amy. Ils ont interrogé tout le monde dans notre classe, y compris Jason, mais à ce moment-là, Alicia sortait avec Brandon Knox. C'était leur principal suspect au départ. Frank hocha la tête. Je me souviens de Brandon, il venait la chercher à la maison. On se méfiait de lui aussi, mais il avait un alibi solide pour sa disparition. Sais-tu ce qui est arrivé à Brandon? Demanda Frank. Aux dernières nouvelles, il a quitté la ville peu après la disparition d'Alicia. Être surveillé était trop dur pour lui. L'esprit de Frank s'emballait. Et Jason, et lui? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre eux, dit Amy. Alicia s'intéressait rarement à lui, hormis ces quelques questions curieuses. Frank jeta un dernier coup d'œil à la photo de Jason dans le magazine. Pourquoi Alicia aurait-elle utilisé sa page comme marque-page? Le fait qu'elle ait été proche de lui sans que Frank ou Hélène ne le sachent était important. Il l'a apporté à Amy et elle a dit, c'était dans le magazine préféré d'Alicia. Je le détestais tellement qu'Alicia a arraché la page avec son visage. Elle l'a juste plié et a dit qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de s'en servir comme marque-page. Frank réfléchit un instant, puis hocha la tête. Sais-tu où est Jason en ce moment? Amy prit son téléphone et parcourut quelques messages. En fait, notre groupe d'anciens élèves du lycée a eu une réunion le week-end dernier chez Jason. Je n'y suis pas allé, mais ils ont partagé son adresse dans le chat de groupe. Elle montra le message à Frank. Pourriez-vous m'envoyer cette adresse? Demanda Frank en sortant son téléphone. Ils échangèrent leur numéro et Amy lui transmit l'information. Tu penses que Jason pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre? Demanda Amy avec hésitation. Je ne sais pas, admit Frank, mais j'aimerais que la police soit au courant de sa relation avec Alicia, aussi brève soit-elle. Le fait que ni Hélène ni moi ne le sachions m'intrigue. Quand Alicia a commencé à sortir avec Brandon, c'était complètement ouvert et transparent, a déclaré Amy. Frank se leva, remerciant Amy pour son temps et les informations qu'elle lui avait fournies, avant de partir. Amy lui toucha le bras. S'il te plaît, dis bonjour à Hélène de ma part, dit-elle, et merci de m'avoir laissé garder ce livre. Il compte plus pour moi que tu ne le penses. Frank hocha la tête, l'annuaire sous le bras tandis qu'il revenait dans la lumière de l'après-midi, son esprit rempli de nouvelles questions sur la vie de sa fille et sa disparition. Frank était assis dans sa voiture, l'annuaire posé sur le siège passager à côté de lui. Son esprit était brouillé par les nouvelles informations qu'Amy lui avait partagées. La révélation qu'Alicia avait été proche de Jason Murray, même brièvement, était troublante non pas à cause de Jason lui-même, mais parce que Frank et Hélène n'en avaient jamais eu connaissance. Il sortit son téléphone et appela l'inspecteur Ron Keller, l'agent chargé de l'affaire d'Alicia il y a des années. Frank savait que l'inspecteur était à la retraite, mais qu'il vivait toujours en ville. L'appel tomba sur la messagerie, ce qui n'était pas surprenant pour un dimanche après-midi. Frank fixa son téléphone, puis l'adresse qu'Amy lui avait envoyée. Il devait rentrer chez lui auprès d'Hélène, il le savait. Il lui avait promis qu'il tournerait ce chapitre de leur vie aujourd'hui, mais quelque chose dans les paroles d'Amy et dans le marque-page le rongeait. Je passe juste un petit tour, murmura-t-il en démarrant la voiture. Juste pour voir où elle est. 20 minutes plus tard, Frank se retrouva dans l'un des quartiers les plus aisés de Mornington. De grandes maisons aux pelouses impeccables bordaient les rues tranquilles, contrastant fortement avec la modeste demeure où lui et Hélène avaient élevé Alicia.
Il trouva l'adresse de Jason, une vaste maison à 2 étages avec une allée circulaire et un aménagement paysager professionnel. La propriété était nettement plus grande que les maisons environnantes, témoignant de la réussite de Jason depuis le lycée. Frank gara sa voiture de l'autre côté de la rue, observant la maison. Le portail était ouvert et, sous ses yeux, un homme en sortit, accompagné d'une jeune femme. Même à cette distance, Frank reconnut une version plus âgée du garçon de l'annuaire, Jason Murray, la quarantaine, toujours beau, avec l'assurance d'un homme habitué au succès. Jason raccompagna la femme jusqu'à sa voiture, l'embrassa sur la joue et lui fit un signe de la main tandis qu'elle s'éloignait. Alors qu'il se retournait pour rentrer, son regard traversa la rue et se posa sur la voiture de Frank. Frank réalisa trop tard que ses vitres n'étaient pas teintées, ce qui le rendait clairement visible. Jason changea de posture, devenant alerte et méfiant. Frank décida qu'il était inutile de se cacher. Il coupa le moteur, sortit de la voiture et s'approcha du portail. « Bonjour », lança Frank d'un ton décontracté. « Jason Murray, c'est ça ?» Jason ne répondit pas à l'accueil amical. « Qui êtes-vous et pourquoi surveillez-vous ma maison ?» demanda-t-il d'un ton immédiatement hostile. « Êtes-vous un paparazzi ? Un journaliste ? » « Désolé, je ne voulais pas vous déranger, » dit Frank en s'arrêtant à distance respectueuse. « Je m'appelle Frank Sanders. Je suis le père d'Alicia Sanders. Elle était dans votre promotion et a disparu il y a 22 ans. » L'expression de Jason changea instantanément, ses yeux se plissèrent. « Que veux-tu » Frank fut surpris par la froideur de la réponse de Jason. « J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion de classe ici le week-end dernier. J'essaie juste de rassembler des informations sur ma fille. On m'a dit que tu avais peut-être été proche d'elle à un moment donné. » « Qui t'a dit ça ?»« Ami, » dit Jason sèchement. « Elle n'est même pas venue à la réunion. » Frank s'efforça de garder un ton calme. « Je ne cherche pas les ennuis, juste des réponses. 22 ans se sont écoulés, et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Alicia. Pourquoi me poses-tu cette question ?» Jason répondit sur la défensive, « Je n'ai jamais été le petit ami d'Alicia. Je la connaissais à peine et je n'ai jamais été attiré par elle. Je l'ai dit à la police à l'époque, et je n'apprécie pas d'être à nouveau interrogé à ce sujet. » Frank était déconcerté par l'intensité de la réaction de Jason. « Je n'ai jamais suggéré que tu étais son petit ami, j'ai juste entendu dire que vous étiez proches à un moment donné. Si on se parlait à l'école, c'était probablement parce que j'empruntais de l'argent ou que j'avais besoin d'aide pour mes devoirs, » dit Jason d'un ton dédaigneux. « Je rendais toujours ce que j'empruntais. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. J'ai tout raconté à la police à l'époque. » Malgré ces paroles désinvoltes, Frank remarqua que le langage corporel de Jason était devenu de plus en plus tendu, il déplaçait son poids d'un pied à l'autre, ses yeux parcourant la pièce comme pour vérifier si quelqu'un d'autre le regardait. « Je ne comprends pas pourquoi tu débarques soudainement chez moi pour me poser ces questions, » continua Jason. « J'ai une réputation à défendre. Je ne veux pas qu'un journaliste ou le public nous voie ensemble et répande des rumeurs. » Avant que Frank puisse répondre, Jason se retourna et retourna chez lui. « Tu devrais partir, » lança-t-il par-dessus son épaule. « Je n'ai rien d'autre à dire sur Alicia Sanders. » Frank resta là, stupéfait par cette rencontre. La réaction de Jason semblait disproportionnée par rapport à la simplicité de ses questions. Pourquoi un homme d'affaires prospère serait-il si sur la défensive au sujet d'une brève amitié de lycée datant de plus de 20 ans ? Tandis que Jason disparaissait à l'intérieur, Frank retourna lentement à sa voiture. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il serrait le volant. Il se sentait stupide et honteux d'être venu ici, d'avoir insisté alors qu'Hélène lui avait demandé de lâcher prise. « À quoi pensais-je » murmura-t-il. « J'ai promis à Hélène qu'on tournerait ce chapitre aujourd'hui, et non qu'on rouvrirait de vieilles blessures. » Il démarra la voiture, jetant un dernier coup d'œil à la maison de Jason avant de partir. Si Hélène savait qu'il était venu ici au lieu d'aider à nettoyer la maison, elle serait blessée et en colère.
Frank s'était laissé entraîner dans le tourbillon de questions et de possibilités qui avait consumé les premières années après la disparition d'Alicia. En revenant vers la ville, Frank essaya de se convaincre de laisser tomber. La réaction hostile de Jason n'était probablement rien d'autre que de l'agacement d'avoir son dimanche après-midi interrompu par le souvenir d'un événement tragique de sa jeunesse. N'importe qui serait mal à l'aise d'être interrogé spontanément sur une affaire de disparition après tant d'années. Pourtant, quelque chose chez Jason. Frank était sur la défensive. Cela semblait excessif, presque paniqué. Était-ce simplement la surprise d'être confronté à une situation inattendue, ou y avait-il autre chose? Frank secoua la tête, se forçant à se concentrer sur la route. Il avait promis à Hélène qu'ils avanceraient aujourd'hui, il devait tenir cette promesse et cesser de courir après les fantômes du passé. Alors que Frank retournait en ville, son esprit repensait sans cesse à l'étrange rencontre avec Jason Murray. L'hostilité de cet homme avait été inattendue et troublante. Frank savait qu'il devait rentrer chez lui auprès d'Hélène, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être tombé sur quelque chose d'important. Presque sans réfléchir, il se tourna vers les pompes funèbres Mornington Memorial. Si Hélène et lui voulaient vraiment tourner la page, il était peut-être temps d'envisager une cérémonie commémorative officielle pour Alicia, même sans corps à enterrer. Le salon funéraire était silencieux lorsque Frank entra. Une réceptionniste au visage doux l'accueillait, après avoir entendu son intention, lui remit des brochures détaillant les services et les tarifs. Frank la remercia et, brochure en main, retourna à sa voiture. En ouvrant sa portière, un léger mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. Jason Murray se dirigeait vers une quincaillerie, puis, quelques instants plus tard, il réapparut à la caisse, une pelle et une petite boîte en bois à la main. Frank se figea, le regard fixé sur Jason tandis qu'il chargeait les articles dans sa voiture. Frank se glissa dans son propre véhicule, ne voulant pas être vu dans son rétroviseur. Il regarda Jason se diriger vers le fleuriste d'accent grave côté. Quelques minutes plus tard, Jason en sortit avec un bouquet de jacinthes blanches, les fleurs préférées d'Alicia. Un frisson parcourut Frank. Coïncidence possible? Bien sûr, beaucoup de gens aimaient les jacinthes blanches mais, compte tenu du comportement de Jason et de la pelle, le cœur de Frank battait fort lorsque Jason déposa les fleurs dans sa voiture et s'éloigna. Sans se permettre de penser aux conséquences, Frank démarra sa voiture et le suivit à bonne distance. Jason traversa la ville puis emprunta la route côtière menant à Whitlow Cliff, un endroit réputé pour ses vues spectaculaires sur l'océan et les quelques propriétés de vacances disséminées sur ses pentes boisées. Frank gara une distance prudente, ne voulant pas être repéré. Finalement, Jason s'engagea dans une allée privée menant à une petite maison perchée au bord de la falaise. Frank passa devant, puis gara sa voiture plus loin sur la route, à l'abri des arbres. Il regarda Jason déverrouiller la porte du chalet et entrer. Quelques minutes plus tard, Jason en sortit, portant un bidon d'eau. Il le déposa dans un petit chariot de jardin, avec la pelle, la caisse en bois et le bouquet de jacinthes blanches. Jason s'éloigna du chalet, suivant un sentier étroit qui menait au bord de la falaise. Frank sortit de sa voiture et descendit la pente à travers les broussailles, se cachant parmi les arbres. Un sentiment d'urgence grandissant le poussa en avant. Frank attendit que Jason soit assez loin devant avant de le suivre prudemment. Le sentier serpentait à travers des pins broussailleux et des arbustes à fleurs, débouchant finalement sur un belvédère isolé offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Le soleil de l'après-midi était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le paysage accidenté. Derrière une imposante formation rocheuse, Frank observa Jason choisir un emplacement près du bord de la falaise. L'homme regarda prudemment autour de lui, comme pour s'assurer d'être seul, puis commença à creuser avec la pelle. Le sol rocailleux résistait à ses efforts, signe que le sol n'avait pas été remué depuis longtemps. Après avoir creusé un trou d'environ 60 cm de profondeur, Jason posa la pelle et s'agenouilla près du trou. Il ouvrit la boîte en bois et en contempla le contenu un long moment. De sa cachette, Frank ne pouvait voir ce qu'il contenait, mais l'expression de Jason était pensive, presque respectueuse. Ses lèvres remuaient silencieusement,
comme s'il lisait ou peut-être revivait des souvenirs. Il feuilleta les papiers qu'il tenait à la main, les lisant un par un, prenant son temps. Finalement, Jason referma la boîte. Mais avant qu'il puisse refermer le couvercle, une soudaine rafale de vent balaya la falaise, projetant des papiers dans toutes les directions. Jason jura et referma rapidement la boîte avant que le contenu ne s'échappe. Il se précipita ensuite pour ramasser les papiers éparpillés. Une fois rassemblés, Jason plaça la boîte en bois dans le trou. Il y déposa le bouquet de jacinthes blanches, puis commença à combler le trou avec de la terre. Il travailla méthodiquement, tapotant la terre et versant de l'eau sur le monticule pour le compacter. Lorsqu'il eut terminé, Jason resta un long moment devant la tombe anonyme. Puis, d'une voix juste assez forte pour que Frank l'entende par-dessus le bruit des vagues, il dit « Je pense que tu peux maintenant retenir ces souvenirs, Alicia. » Ce nom frappa Frank comme un coup de poing. Sous le choc, il recula brusquement, son pied glissant sur des cailloux. Il se raccrocha contre un tronc d'arbre, se figeant sur place, la bouche fermée pour empêcher tout son de s'échapper. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il était certain que Jason l'entendrait. Jason releva brusquement la tête et scruta les broussailles environnantes. « Allô » cria-t-il d'une voix aiguë et soupçonneuse. « Il y a quelqu'un » Frank resta parfaitement immobile, osant à peine respirer. Jason prit la pelle et fit quelques pas vers les broussailles où Frank se cachait. Il marqua une pause, écoutant attentivement, puis fit un autre pas en avant. Frank se colla contre le tronc de l'arbre, priant pour que l'ombre le dissimule. Après ce qui lui sembla une éternité, Jason recula. « Juste le vent » murmura-t-il, sans toutefois paraître totalement convaincu. Il jeta un dernier coup d'œil suspicieux aux alentours, puis rassembla ses provisions. Au lieu de rebrousser chemin, Jason contourna la clairière comme pour s'assurer que personne ne le regardait. Enfin satisfait, il retourna vers le chalet, le bidon d'eau vide et le chariot à la main. Il appuya la pelle contre le côté du chalet avant de monter dans sa voiture et de partir. Frank attendit, comptant lentement jusqu'à 100 pour s'assurer que Jason ne reviendrait pas. Lorsque le silence revint, il sortit prudemment de sa cachette. Ses jambes faiblissaient, mais sa détermination le poussa vers la terre fraîchement retournée. Il avait besoin de savoir ce qu'il y avait dans cette boîte. Il avait besoin de savoir pourquoi Jason avait prononcé le nom de sa fille sur ce qui ressemblait étrangement à une tombe. Frank récupéra la pelle là où Jason l'avait laissée près du chalet et retourna au lieu de sépulture. Il commença à creuser, d'un geste frénétique mais prudent. La terre était encore humide et facile à remuer. En quelques minutes, il avait découvert le bouquet de jacinthes blanches, dont le parfum embaumait l'air tandis qu'il les déposait soigneusement. Au moment où la pelle de Frank heurta la caisse en bois, une voix derrière lui glaça le sang. « Je savais qu'il y avait quelqu'un dehors », dit Jason en avançant lentement. Son expression était un mélange de rage et de triomphe. « J'avais raison. » Frank se retourna et trouva Jason à quelques mètres. « Tu n'aurais pas dû revenir », continua Jason. « J'ai vu ta voiture garée en haut de la colline, alors j'ai fait demi-tour à travers les bois. » « Qu'est-ce que tu fais ?» Frank serrait fermement la pelle, à la fois comme un outil pour continuer son travail et comme une arme potentielle en cas de besoin. « Je t'ai entendu prononcer le nom de ma fille, » dit-il d'une voix plus forte qu'il ne l'était. « Que as-tu enterré ici, Jason ? Qu'est-ce qu'Alicia a à voir avec ça ? » Le visage de Jason se crispa. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne devrais pas être là. » Frank se retourna vers le trou partiellement creusé, déterminé à découvrir la boîte. « Je vais découvrir ce qu'il y a là-dedans, » dit-il. « Arrêtez » cria Jason en sortant une arme. « Lâchez cette pelle. » Frank leva aussitôt les mains en l'air. Jason se précipita en avant, attrapa la pelle des mains de Jason, et Frank sortit rapidement son téléphone de sa poche de sa main libre. « J'appelle la police. Ils doivent voir ça. Allez-y, tuez-moi si vous voulez. Je serai de nouveau avec ma fille. Mais je suis à un bouton de les alerter. » Avec une rapidité inattendue, Jason fit tomber le téléphone des mains de Frank,
l'envoyant glisser dangereusement près du bord de la falaise. Non, hurla Frank. Il se précipita, arracha l'arme des mains de Jason et la fit basculer dans le vide. Puis il plongea vers le téléphone, ses doigts se refermant sur lui juste avant qu'il ne glisse. Sans hésiter, il appuya sur le bouton SOS, sachant que cela alerterait les secours et transmettrait sa position. « Arrête, Jason », supplia Frank en s'éloignant de l'homme de plus en plus instable. « La police arrive. Dis-moi juste la vérité, Alicia est morte. On ne peut plus rien faire. Cacher la vérité ne servira à rien. » « Tu ne comprends pas », cria Jason, le visage rouge d'émotion. « J'ai encore toute la vie devant moi, mon entreprise, ma réputation. Je ne peux pas laisser ça tout gâcher. »« As-tu tué ma fille ?» demanda Frank d'une voix brisée. « Si tu l'aimais, pourquoi lui ferais-tu du mal ? C'était ma fille unique. » L'expression de Jason se déforma. « Je n'ai jamais su ce que je ressentais pour elle, » admit-il d'une voix tendue. Elle aurait dû mieux prendre soin d'elle, rester loin de moi. Et si tu avais aimé ta fille, tu l'aurais mieux protégée. Que dis-tu ? Demanda Frank, horrifié. Tu ne comprends pas. Tu ne l'as jamais connue comme moi, dit Jason, ses mots s'écoulant plus vite. Il serrait la pelle fermement, les jointures blanches. Tu n'as pas vu comment elle me regardait. Elle revenait sans cesse. Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand elle a disparu ? Demanda Frank. Pourquoi enterrer tout ça ici comme une tombe ? Elle m'a trahi, finalement, cracha Jason, les yeux hagards d'une émotion que Frank ne pouvait nommer. D'un mouvement brusque, Jason se précipita de nouveau, déséquilibra Frank avec la pelle et le saisit à la gorge. Frank, plus âgé et moins fort physiquement, ne parvenait pas à se libérer de l'emprise de Jason. Il haletait tandis que les doigts du jeune homme se resserraient autour de son cou. Alors que des taches commençaient à danser devant ses yeux, le hurlement lointain des sirènes de police fendit l'air. L'emprise de Jason se relâcha légèrement tandis qu'il regardait vers le bruit avec panique. Plusieurs voitures de police remontèrent l'allée privée à toute vitesse, leurs sirènes perçant le silence côtier. Frank haleta tandis que Jason, surpris, relâchait son étreinte sur sa gorge. « Laissez-le partir et reculez avec vos mains pour que nous puissions les voir, » ordonna un officier. Jason libéra Frank et leva lentement les mains. La pelle tomba au sol. Deux agents intervinrent immédiatement, menottant les poignets de Jason tout en récitant ses droits. Frank s'est effondré sur le sol, toussant et se massant la gorge. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda une policière en aidant Frank à se relever. « Oui », parvint à dire Frank d'une voix rauque. « Merci. » Tandis que les policiers conduisaient Jason vers une voiture de police, Frank désigna la terre fraîchement remuée. « Là, il vient d'enterrer quelque chose. Il a mentionné le nom de ma fille. Alicia Sanders. Elle a disparu il y a 22 ans. » L'expression de l'officier devint sérieuse. « Sanders. Je me souviens de cette affaire. Je vais appeler l'inspecteur Ramirez. » Alors que quelques officiers s'activaient pour sécuriser les lieux, le détective Ramirez s'est approché de Frank et lui a rendu son téléphone. « Monsieur Sanders, je suis l'inspecteur Ramirez. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» Frank a tout expliqué, la découverte de l'annuaire, la visite à Amy, son étrange rencontre avec Jason chez lui et comment il avait suivi Jason jusqu'à cette falaise. « Je sais que je n'aurais pas dû le suivre, » a admis Frank, mais quand je l'ai vu acheter une pelle et des jacinthes blanches les fleurs préférées d'Alicia, quelque chose n'allait pas. L'inspecteur Ramirez hocha la tête. « Vous avez dit qu'il avait enterré quelque chose ici ?» Frank désigna le monticule de terre fraîche. « Il a enterré une boîte en bois parmi les fleurs. Avant cela, le vent avait emporté des papiers hors de la boîte, et il les a ramassés. Il a dit quelque chose à propos d'Alicia qui gardait ses souvenirs maintenant. » L'inspecteur fit signe à une équipe médico-légale qui était arrivée. « Voyons ce qu'on a. » Tandis que l'équipe médico-légale fouillait soigneusement le site, Frank observait avec une appréhension croissante. Le premier objet découvert fut le bouquet de jacinthes blanches, encore frais et intact.
En dessous se trouvait la boîte en bois. Le technicien médico-légal en chef l'ouvrit avec précaution, révélant son contenu à l'inspecteur Ramirez. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers, des notes manuscrites, des photos et ce qui semblait être des SMS, le tout légèrement jauni par le temps. Il y avait aussi une petite poupée en laine faite main, semblable à celle que les enfants fabriquent en cours de loisirs créatifs. Jason vient d'enterrer ça, expliqua Frank, mais il a dit qu'Alicia pouvait l'avoir maintenant, ce qui signifie qu'il a gardé ces choses chez lui pendant tout ce temps. L'inspectrice Ramirez enfila des gants et commença à examiner le contenu de la boîte. Les premiers objets étaient des copies imprimées de SMS échangés par Jason et Alicia, datant de leurs années lycée. À mesure que l'inspectrice les lisait, son expression devenait de plus en plus troublée. Monsieur Sanders, ces messages suggèrent que Jason et Alicia entretenaient une relation secrète au lycée, dit-elle doucement. Il semble que ce soit compliqué. Frank s'approcha pour voir les messages révélant une relation dont ni lui ni Hélène n'avaient eu connaissance. D'après les messages, Jason et Alicia étaient sortis avec un groupe d'amis, Jason demandant expressément à Alicia de ne pas emmener Amy. À un moment donné, au cours de cette sortie, Jason avait embrassé Alicia sans son consentement. Les messages montraient le désarroi initial d'Alicia, suivi d'un changement progressif, elle semblait attirée par Jason malgré ses appréhensions, convaincue qu'il avait simplement besoin de quelqu'un qu'il aime et qui croit en lui. Alicia répétait à Jason qu'elle croyait qu'il pouvait changer et devenir une meilleure personne, mais les réponses de Jason étaient manipulatrices, utilisant son affection sans jamais s'engager envers elle. Cela a duré près d'1 an. L'inspecteur Ramirez a remarqué qu'il feuilletait d'autres messages, puis en lisait d'autres plus récents, témoignant de la frustration croissante d'Alicia face à cette relation toxique. Lorsqu'elle a finalement rompu et commencé à sortir ouvertement avec Brandon Knox, les messages de Jason sont devenus de plus en plus désespérés, puis colériques. Parmi les photos dans la boîte, plusieurs firent fuir Frank, horrifié, des images explicites d'Alicia prises alors qu'elle semblait attachée. L'arrière-plan montrait un intérieur rustique, assorti au cottage d'où Jason venait de rentrer, ainsi que divers endroits dans les bois environnants. L'inspecteur Ramirez couvrit rapidement ces photos, mais les retourna pour examiner le dos. Chacune portait une écriture manuscrite, celle de Jason, supposait-il au griffonné au dos. Sur une photo, la même phrase était répétée des dizaines de fois, occupant tout le dos, « Tu dois continuer à m'aimer. Tu dois continuer à m'aimer. Tu dois continuer à m'aimer. » Une autre portait l'inscription, « J'ai passé un excellent moment aux falaises avec toi. Bien à toi, j'ai. » Le plus troublant était une photo où le visage d'Alicia exprimait clairement une peur. Au dos, Jason avait écrit un mot décousu expliquant qu'il n'arrivait plus à se contenir, que des gens la recherchaient et qu'elle, insultée, refusait de lui parler. Le mot se terminait par des excuses, il devait la tuer, sinon il la retrouverait et le capturerait, ajoutant qu'elle resterait toujours dans son cœur, même sans que personne ne soit au courant de leur relation. Il faudra interroger Jason sur les détails du meurtre d'Alicia, dit doucement l'inspecteur Ramirez à un autre policier. Il ne le dit pas explicitement dans ses notes. Alors qu'il continuait à examiner les preuves, une autre équipe d'agents qui fouillait les environs s'est approchée d'urgence. « Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose, » dit l'un d'eux d'une voix grave. À environ 5 mètres d'ici, il y a une zone où la composition du sol est différente. Nous avons effectué une fouille préliminaire et trouvé des fragments d'os. Les jambes de Frank cédèrent sous lui et il s'effondra. Après 22 ans d'incertitude et de faux espoirs, la terrible vérité éclatait enfin. L'équipe médico-légale a intensifié ses recherches, creusant soigneusement dans la zone indiquée. Au fil de l'après-midi, ils ont découvert de plus en plus de restes d'Alicia. L'inspecteur Ramirez s'est approché de Frank, qui observait les fouilles en silence. « Monsieur Sanders, souhaitez-vous que nous appelions votre femme ? Elle devrait être au courant. » Frank hocha la tête, hébété. « Oui. Et s'il te plaît, contacte Amy Davison aussi, c'était la meilleure amie d'Alicia. Elle mérite de savoir. » Alors qu'ils attendaient l'arrivée d'Hélène et d'Amy, le détective a suggéré à Frank d'attendre au poste, mais il a refusé. « Non. Je dois rester ici, »
dit-il fermement. Il devrait voir tout ça avant de bouger quoi que ce soit. Ça fait 22 ans qu'on attend des réponses. Je dois aller jusqu'au bout. Lorsqu'Hélène arriva 1 heure plus tard, le visage blême sous le choc, elle courut vers Franck, et ils se serraient l'un contre l'autre tandis que l'inspecteur Ramirez lui expliquait gentiment ce qu'ils avaient découvert. Amy arriva peu après, les yeux rougis par les larmes qu'elle avait versées pendant le trajet. Tous trois se tenaient ensemble au bord de la scène de crime, unis par le chagrin, tandis que l'ampleur du malheur d'Alicia était révélée. Hélène se tourna vers l'inspecteur, la voix tremblante mais déterminée. Nous voulons déplacer sa dépouille d'ici. Elle mérite une sépulture décente dans un endroit paisible, pas dans cet endroit horrible où il l'a laissée. Nous organiserons cela dès que l'équipe médico-légale aura terminé son travail, lui assura l'inspecteur Ramirez. Cela ne devrait pas prendre plus d'1 jour ou 2. Amy s'approcha de la preuve osseuse, les larmes aux yeux. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Alicia ? On était meilleurs amis. J'aurais pu t'aider. On parlait de filles qui tombaient amoureuses de mecs comme Jason, et on riait ensemble. Je ne comprends pas. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur le Pacifique, projetant de longues ombres sur la falaise, Franck, Hélène et Amy veillaient sur les restes d'Alicia, enfin retrouvés après 22 ans de recherche, d'attente et d'interrogation. Elle rentre à la maison, murmura Franck en serrant fermement la main d'Hélène. Elle rentre enfin à la maison. 1 semaine plus tard, une petite flottille de bateaux se rassemblait au large de Mornington, juste en dessous de Whitlow Cliff. La journée était exceptionnellement claire pour la côte de l'Oregon, le soleil ruisselant sur les douces vagues de l'océan Pacifique. Dans le bateau de tête se trouvaient Frank et Hélène Sanders, ainsi qu'Amy Davison, l'inspecteur Ron Keller sorti de sa retraite pour apporter son soutien et l'inspecteur Ramirez, qui avait supervisé la résolution finale de l'affaire d'Alicia. Dans les bateaux qui suivaient se trouvaient les anciens camarades de classe d'Alicia, ses professeurs et le directeur du lycée de Mornington. La nouvelle de l'arrestation de Jason Murray et de la découverte des restes d'Alicia s'était rapidement répandue dans la petite ville côtière, ébranlant une communauté qui ne s'était jamais complètement remise de sa disparition 22 ans plus tôt. Frank se tenait à la proue du bateau, une petite urne à la main. Après mûre réflexion, Hélène et lui avaient décidé de renoncer à une inhumation traditionnelle au cimetière. Ils avaient préféré jeter les cendres d'Alicia dans l'océan, libérant ainsi son esprit de l'endroit où elle avait été confinée si longtemps. Aujourd'hui, nous rassemblons-nous pour enfin dire au revoir à Alicia Sanders, a commencé le ministre. Pendant 22 ans, sa famille et ses amis ont porté le poids de son absence, la douleur de l'ignorance. Aujourd'hui, nous déposons ce fardeau et confions la dépouille d'Alicia à la mer, où elle ne sera plus jamais attachée ni retenue. Hélène s'avança pour se tenir à côté de Frank, la main sur son bras. Alicia adorait l'océan, dit-elle, sa voix portant jusqu'aux autres bateaux. Elle étudiait pour devenir biologiste marine. Elle aurait adoré savoir qu'elle ferait partie de cette mer qu'elle adorait tant. Frank ouvrit l'urne, avec Hélène, dispersa les cendres d'Alicia dans l'eau. Des jacinthes blanches suivirent, lancées depuis chaque bateau, créant un jardin flottant à la surface de l'océan. Amy s'avança, les larmes coulant sur son visage, et déposa l'exemplaire usé des jardins secrètes sur les vagues. « Au revoir, mon ami » murmura-t-elle. « Je suis désolé de ne pas t'avoir rendu ton livre. » Après la cérémonie, alors que les bateaux regagnaient la côte, l'inspectrice Ramirez a contacté la famille Sanders pour lui faire le point sur l'affaire. Jason a avoué, leur a-t-elle dit doucement. Il nous a raconté toute l'histoire. D'après les aveux de Jason, il avait retenu Alicia captive dans son chalet pendant plusieurs jours après l'avoir enlevée. Obsédé par elle depuis leur brève relation, il n'arrivait pas à accepter qu'elle soit passée à autre chose avec Brandon Knox. Il avait promis d'officialiser leur relation si elle rompait avec Brandon et racontait à tout le monde qu'elle était partie en voyage seule pour fêter sa remise de diplôme. Mais Alicia avait refusé. Elle lui avait confié qu'après des années passées à essayer de l'aimer et à croire qu'il pouvait changer, elle avait finalement compris qu'il était irrémédiablement brisé. Jason a dit que ces paroles l'avaient profondément blessé, et ils ont eu une altercation physique.
Alors qu'Alicia tentait de s'échapper, ils se sont battus au bord de la falaise. Selon Jason, Alicia a failli le repousser. Dans sa rage, il l'a maîtrisée et l'a frappée à plusieurs reprises avec des pierres. Lorsqu'il a réalisé qu'elle était morte, il a paniqué et a enterré son corps au lieu d'appeler à l'aide. Amy essuya de nouvelles larmes. Je me souviens quand Alicia a commencé à me poser des questions sur Jason, se demandant s'il pouvait changer. Je n'ai jamais compris pourquoi elle s'intéressait autant à lui, alors que je savais à quel point elle le détestait. J'ignorais totalement qu'ils étaient secrètement ensemble. Elle se tourna vers Frank et Hélène. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu la prévenir, la protéger d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ta faute, Amy, dit Hélène fermement. Jason était manipulateur et dangereux. Alicia croyait pouvoir l'aider, et il a abusé de sa compassion. Ron Keller, l'inspecteur à la retraite qui avait passé des années à rechercher Alicia, secoua tristement la tête. Comme Alicia ne l'avait jamais fréquenté publiquement et que Jason n'avait aucun antécédent judiciaire, nous avons concentré notre enquête ailleurs. Brandon Knox était notre principal suspect au départ, car il était son petit ami connu à l'époque. Jason a dû continuer sa vie, et personne ne l'a plus jamais regardé. Alors que les bateaux accostaient, Frank contemplait l'océan, où les jacinthes blanches flottaient encore sur les vagues. 22 ans d'incertitude étaient enfin terminés. La douleur n'avait pas disparu ou elle ne disparaîtrait jamais vraiment, mais il y avait un sentiment d'accomplissement, de clôture. Ce soir-là, Frank et Hélène étaient assis sur leur véranda à l'arrière de la maison pour admirer le coucher de soleil. Hélène avait posé une photo encadrée d'Alicia sur la petite table entre eux, pas le portrait officiel de fin d'études de l'album de fin d'année, mais une photo spontanée d'elle riant sur la plage, les cheveux au vent, le visage rayonnant de joie. « Je pense que nous pouvons enfin aller de l'avant, » dit doucement Hélène en prenant la main de Frank. Non pas en l'oubliant, mais en nous souvenant d'elle telle qu'elle était vraiment, pleine de vie, aimante, pleine de compassion. Frank lui serra la main. Elle te ressemblait tellement, tu sais, elle voulait voir le bon côté des gens, les aider à s'améliorer. Et elle avait ton entêtement, répondit Hélène avec un sourire triste. Une fois qu'elle avait décidé que quelqu'un valait la peine d'être sauvé, rien ne pouvait la faire changer d'avis. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant un moment, leur chagrin partagé n'étant plus un mur entre eux mais un lien qui avait résisté au pire que la vie pouvait leur réserver. Je n'arrête pas de penser à sa jeunesse, dit finalement Frank. Quelle innocence! Malgré tout, elle croyait au pouvoir de l'amour pour transformer les gens. Ce n'est pas une mauvaise chose d'y croire, répondit Hélène. Le monde a besoin de plus de gens prêts à voir le potentiel de bien chez les autres. L'erreur d'Alicia n'a pas été de croire que les gens pouvaient changer, mais de croire qu'elle seule pouvait y parvenir. Frank hocha la tête, comprenant la vérité de ses paroles. J'aurais juste aimé qu'elle nous parle de Jason. On aurait peut-être pu l'aider à voir le danger. On ne le saura jamais, dit Hélène doucement. Mais je pense que, où qu'elle soit maintenant, elle sait combien nous l'aimions, et elle sait que nous n'avons jamais cessé de la chercher. Alors que l'obscurité tombait sur Mornington, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel clair. Frank repensa au voyage commencé une semaine plus tôt, lorsqu'il avait retrouvé cet album de fin d'année, comment un simple mot concernant un livre emprunté avait mené aux réponses qu'il cherchait depuis 22 ans. Le mystère de la disparition d'Alicia était résolu, mais le mystère plus profond de la gestion du deuil subsistait. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, Frank ressentit un sentiment de paix. Alicia avait été retrouvée. Elle n'était plus perdue dans l'inconnu, mais faisait partie de l'océan qu'elle avait aimé au libre et sans limite. Frank et Hélène continueraient à vivre, à se souvenir, et peut-être enfin à guérir.